Au professeur qui lui demandait des renseignements biographiques, Italo Calvino répondait en 1964 : Je suis encore de ceux qui croient, comme Croce, que d'un auteur seul comptent les œuvres, quand elles comptent naturellement. C'est pour ça que je ne donne pas de renseignements biographiques, ou bien j'en donne des faux, et je cherche à les changer à chaque fois. Demandez-moi ce que vous voulez savoir, je vous le dirai, mais je ne vous dirai jamais la vérité. Quando mi trovo in un ambiente in cui posso illudermi di essere invisibile, mi trovo bene. È proprio tutto il contrario di come mi sento in questo momento, con la telepresa che mi inquadra, inchiodato alla mia fisicità, alla mia faccia. Credo che agli scrittori essere visti di persona non giova affatto. Ci sono stati scrittori enormemente popolari di cui non si sapeva niente, erano solo un nome sulle copertine. Chi erano Gaston Leroux o Maurice Leblanc, proprio per restare a Parigi, tra gli scrittori che hanno creato il mito di Parigi. Del resto Shakespeare, non abbiamo neanche un ritratto che ci faccia capire bene che faccia avesse. Je suis né le 15 octobre 1923, à Santiago de las Vegas, un village près de la Havane, où mon père, ligurien de Sanremo, agronome, dirigeait une station expérimentale d'agriculture, et ma mère, sarde, botaniste, était son assistante. Je n'ai malheureusement aucun souvenir de Cuba, parce qu'en 1925, j'étais en Italie à Sanremo, où mon père était revenu avec ma mère diriger une station expérimentale de floriculture. J'ai vécu avec mes parents à Sanremo jusqu'à l'âge de 20 ans, dans un jardin de plantes rares et exotiques, et dans les bois de l'arrière-pays avec mon père, un vieux chasseur infatigable. J'ai grandi dans une petite ville qui était plutôt différente du reste de l'Italie, du temps où j'étais enfant. Sanremo, entre les deux guerres, était une ville plutôt atypique par rapport à la moyenne de la société italienne. À cette époque, il y avait encore beaucoup d'étrangers, de grands-ducs russes, de gens excentriques et cosmopolites. Ma famille était plutôt inhabituelle, aussi bien pour Sanremo que pour l'Italie d'alors. Mes parents n'étaient plus très jeunes, des scientifiques qui adoraient la nature, libres penseurs, deux personnalités différentes entre elles, et toutes les deux à l'opposé du climat du pays. Les Liguriens appartiennent à deux catégories. Ceux qui sont attachés à leur lieu comme des patelles à leur récif et qu'on ne parviendra jamais à déplacer, et ceux dont la maison est le monde et qui, où qu'ils aillent, se trouvent toujours chez eux. Mais ces derniers eux aussi, et moi j'appartiens à cette catégorie, reviennent régulièrement chez eux et sont, pas moins que les autres, attachés à leur pays. Depuis 15 ans, on ne reconnaît plus ma Riviera du couchant. Mais c'est peut-être pour cela, justement, que de redécouvrir derrière tout ce ciment les traits d'une Ligurie de la mémoire est une opération de dévotion envers la terre des pères, encore plus riche d'inquiétudes amoureuses. Je pourrais commencer en disant que le premier souvenir de ma vie est celui d'un socialiste frappé par les partisans fascistes. L'agressé était Gaspare Amoretti, un vieux professeur de latin qui était alors locataire d'une dépendance de notre villa de Sanremo. Je me souviens très bien que nous étions en train de dîner lorsqu'entra le vieux professeur, le visage meurtri et en sang, et qui demandait du secours. Mais faire remonter à la première image enfantine tout ce qu'on verra et entendra ensuite dans la vie est une tentation littéraire. On peut dire que les premières années de ma vie, je les ai passées avec le visage de Mussolini, toujours bien en vue, puisque son portrait était accroché dans toutes les salles de classe, de même que dans tous les bureaux administratifs et les endroits publics.
à une époque où s'ouvraient d'énormes possibilités de manipuler les masses et de s'en servir pour affirmer son propre pouvoir, Mussolini a été l'un des premiers à se construire un personnage qui répondait totalement à ce but. S'inspirant peut-être d'Eric von Stroheim, Mussolini avait su transformer le défaut physique de sa tête chauve en un symbole de force virile. Son coup de génie avait été toujours, dans les années 30, de se faire raser les cheveux qui subsistaient sur ses tempes et sa nuque. Après avoir été à l'origine de tant de massacres sans images, ces dernières images sont celles de son massacre. Elles ne sont ni belles à voir ni à rappeler. Mais je voudrais que tous les dictateurs actuellement en place, ou ceux qui aspirent à être tels, qu'ils soient progressistes ou réactionnaires, les conservent encadrés sur leur table de chevet et les regardent chaque soir. J'ai compris assez tôt que si la littérature poursuit l'atrocité de la réalité, la réalité va toujours gagner. Et on ne peut pas rivaliser en tragédie avec la réalité. Et à ce moment-là, j'ai fait un choix. C'est de trouver des équivalents dans d'autres univers de l'expression. Trouver l'équivalent comique. C'est la seule façon de parler du monde qui nous entoure et qui continue à être le monde, je ne sais pas, de Salvador ou de Cambodge, d'Afghanistan ou de Biafra. C'est de parler d'autre chose. À l'âge où il commençait à s'intéresser aux filles, la guerre éclata. Calvino s'était inscrit à la faculté de sciences agraires par tradition familiale, sans vocation. Déjà, il pensait à la littérature. Puis arriva l'occupation allemande, et me conformant à un sentiment que je nourrissais depuis longtemps, je me suis battu avec les partisans des brigades Garibaldi, dans les bois que mon père m'avait fait connaître dès mon enfance. C'est de cette expérience que sont nés quelques mois plus tard, en l'automne 45, mes premiers récits. Il a toujours été difficile pour moi de raconter à la première personne mes souvenirs de guerre partisane. Je pourrais le faire selon différentes clés narratives, toutes également véridiques. Tant en évoquant l'émotion, les attachements en jeu, des risques, des anxiétés, des décisions, des morts, comme ils ont au contraire sur la narration héroïco-comique des incertitudes, des erreurs, des fausses directions, des mésaventures dans lesquelles tombait un jeune bourgeois, politiquement mal préparé, sans aucune expérience de la vie, ayant vécu jusqu'ici en famille. Je sentais la nécessité de faire table rase, et c'était pour cela que je m'étais déclaré anarchiste. Mais je sentais surtout que ce qui comptait à ce moment-là était l'action, et que les communistes étaient la force la plus active et organisée. J'avais 23 ans. Je commençais avec un livre réaliste, néo-réaliste, comme on disait à l'époque, qui s'appelle Le Sentier des Nids d'Araignées. Et à un certain moment, j'ai commencé à écrire des choses fantastiques. Mais j'ai mélangé les deux choses. Parfois, je m'ennuie d'écrire des choses fantastiques, j'écris des choses réalistes, je m'ennuie des choses réalistes, j'écris des choses fantastiques, parce que écrire, c'est pas amusant. Je cherche toujours d'amuser le lecteur, mais ça ne veut pas dire que je m'amuse moi-même. Dans l'immédiate après-guerre, Pavese lit et admire les premiers récits de Calvino. Vittorini les publie dans sa revue. Le jeune écrivain monte à Turin et devient lecteur de la prestigieuse maison d'édition Einaudi.
Pour moi, Turin a fait l'objet d'un choix. À Turin, on arrive à écrire parce que le passé et le futur ont plus d'évidence que le présent. Turin est une ville qui invite à la rigueur, à la linéarité, au style. Elle invite à la logique et ouvre à travers la logique une voie vers la folie. Le Turin littéraire qui fut le mien s'est identifié surtout avec une personne dont j'ai eu la chance d'être très proche pendant quelques années et qui me fut enlevé trop vite. Je parle de Cesare Pavese. Et je peux dire que pour moi, comme pour d'autres qui l'ont connu et fréquenté, l'enseignement du Turin a coïncidé largement avec celui de Pavese. Encore aujourd'hui, un vieux serveur du café Plati se rappelle Pavese et Calvino et nous montre leur table habituelle. À la fin des années 50, Calvino publie les 3 livres qui seront à la base de sa renommée. Le vicomte pourfendu, le baron perché, le chevalier inexistant. Parmi les jeunes écrivains, Pier Paolo Pasolini, dans son poème pamphlet sur la mort du réalisme, salue l'esprit voltairien de Calvino. Sa simplicité jamais grise, sa mesure jamais ennuyeuse, sa clarté jamais prétentieuse, son amour splendide du monde. C'est l'histoire d'un homme qui se passe au début du XVIIIe siècle, dans une guerre. Il reçoit une balle de canon dans sa poitrine et retourne à sa maison la moitié de soi-même. C'est Il est coupé en deux. Dans le sens de la longueur. Oui, de la longueur. Et c'est un homme méchant, c'est terriblement méchant. Et après, on apprend qu'il a fait de bonnes actions. Et qu'est-ce que se passe? C'est pas lui, c'est l'autre. Il y a toutes des histoires avec ces 2 moitiés jusqu'à la fin, quand il y a un duel entre les 2 moitiés, et ça porte à l'unification. C'est ainsi que mon oncle Médard redevint un homme entier. Ni méchant, ni bon. Mélange de bonté et de méchanceté, c'est-à-dire un être ne différant pas en apparence de ce qu'il avait été avant d'être pourfendu. Mais il avait expérience de l'une et de l'autre moitié ressoudée. Aussi devait-il être sage. Il eut une vie heureuse, beaucoup d'enfants, et gouverna avec justice. Notre vie aussi s'améliora. Peut-être nous attendions-nous à ce que le vicomte, redevenu entier, une ère de bonheur merveilleux s'offrit pour nous. Mais il est clair qu'il ne suffit pas d'un vicomte complet pour que le monde entier soit complet. J'imaginais une histoire d'un homme qui vit sur les arbres. C'était une image qui m'a obsédé pour beaucoup de temps. Ce n'est pas une image d'évasion, c'est une image de solitude, c'est une image de volonté, c'est une image d'obstination. Mon personnage a une vie proche à la vie de son temps. Il participe à la vie de son temps, il a des amours. Immobilisé dans le noyer, il se retrempa dans les études plus sévères. C'est à cette époque qu'il commença d'écrire un projet de constitution pour un État idéal qu'on installerait dans les arbres. Il y décrivait la République imaginaire d'Arborée que seuls des justes habitaient. L'épilogue du livre devait être le suivant. L'auteur, après avoir fondé son État parfait au sommet des arbres
et convaincu toute l'humanité de s'y installer pour y vivre heureuse, descendait habiter la terre, devenue déserte. Et ce chevalier qui n'existe pas? Ça se dépasse en Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, il y a l'armée de Charlemagne, il y a un officier qui c'est le plus scrupuleux, le plus précis, oui, du régiment. Et c'est un homme dans sa armure, dans sa parfaite armure, mais quand il hausse la visière, il n'y a rien dedans. Et paladin, c'est à vous que je parle, insista Charlemagne. Pourquoi diantre ne montrez-vous pas votre visage au roi? La voix sortit nette de l'avantage du Haume. C'est que je n'existe pas, Majesté. Eh bien vrai, s'écria l'empereur. Voici que nous avons en renfort un chevalier inexistant. Faites voir un peu. Agilulf parut hésiter un instant. Puis, d'une main sûre mais lente, il releva la visière. Le Haume était vide. Dans l'armure blanche, au beau plumail iridescent, personne. Tiens. On en voit des choses, dit Charlemagne. Et comment vous acquittez-vous de vos charges, vu que vous n'y êtes pas? À force de volonté, sire, dit Agilulf, et de foi en la sainteté de notre cause. Voilà qui est bien dit. C'est justement ainsi que l'on fait son devoir. Ma parole pour quelqu'un qui n'existe pas, je vous trouve gaillard. L'empereur avait à présent passé tout le monde en revue et s'éloigna vers le pavillon royal. Il n'était plus jeune, il préférait écarter des questions par trop ardues. Et je crois que je cherche de réécrire le livre oublié. Je crois que le livre oublié a une force parce que ça reste quelque chose dans la mémoire. Et je crois que j'aimerais écrire des livres oubliables parce qu'un livre oublié continue à travailler dans l'inconscient du lecteur. Très vite, l'originalité de l'œuvre de Calvino en fait un auteur culte, admiré d'abord par d'autres écrivains. Aux États-Unis, c'est Mary McCarthy et Gore Vidal. En France, c'est Roland Barthes. Le lecteur prend du plaisir pour des raisons simples, qui est le charme d'un paradoxe continu, qui fait qu'il y a toujours, au fond, une situation irréaliste ou formelle, le vide d'une armure, par exemple, mais sur cette donnée irréaliste se développe une sorte de réalisme ou de feinte réaliste du décor, de la peinture, du concret. La situation irréaliste de départ est absolument transcendée et combattue perpétuellement par un réalisme du cheminement. Dans l'art de Calvino, et je dirais dans ce qui transparaît de l'homme malgré tout, dans ce qu'il écrit, il y a une sensibilité. On pourrait dire qu'il y a aussi une humanité, je dirais presque une bonté, si le mot n'était pas trop lourd à porter. C'est-à-dire qu'il y a à tout instant dans les notations l'ironie qui n'est jamais agressive, qui n'est jamais blessante, l'espèce de distance, de sourire, de sympathie qu'il y a dans ce texte. Il y a toujours une sorte de charme tendre, de charme élégant. Ces premiers reportages nous arrivent de la frontière d'Autriche, où les postes hongrois ont supprimé dès les premières heures tous les signes de l'obédience aux soviets, étoiles et faucilles, pour les remplacer par les simples couleurs de la vieille patrie. L'été 56 fut plein de tensions et d'espoir. Il y avait eu le 20e congrès à Moscou.
Khrouchtchev semblait être le champion d'une nouvelle phase du communisme mondial et on pressentait les premiers signes du dégel. Quand j'ai su que le rapport Khrouchtchev dénonçait les crimes de Staline, je me suis senti comme délivré, après un premier moment de stupeur. Mes camarades d'alors eurent tous la même réaction. Nos espoirs de renouvellement se concentraient sur Giorgio Amendola. Le soir où arrivèrent les nouvelles de l'invasion de la Hongrie par l'armée rouge et de l'entrée des chars armés russes à Budapest, nous fûmes tous comme frappés d'un coup de massue. Puis Amendola murmura. Togliatti a dit qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut se ranger d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, le communisme est comme l'Église. Il lui faut des siècles pour changer de position. Ces événements m'ont éloigné de la politique, au sens où la politique occupait en moi un espace beaucoup plus étroit qu'avant. Je ne l'ai plus pensé comme une activité totalisante, et je m'en suis méfié. Je pense aujourd'hui que la politique enregistre avec beaucoup de retard des choses qui se manifestent dans la société par d'autres biais. Et j'estime que souvent la politique réalise des opérations abusives et mystificatrices. En 1959, Calvino est invité, avec d'autres écrivains européens, aux États-Unis. Il y restera plusieurs mois. Remember, you have to cock the gun when you draw. All right? Draw. Ah, you're really a greenhorn. Don't you ever try with real bullets. Get ready? C'est un jeune écrivain italien, encore tout proche du PC, qui explore New York, le Sud, le Midwest, rencontre des écrivains, célèbres et méconnus, découvre James Purdy et Kenneth Reckrow, se laisse inviter par les milliardaires, observe les Noirs, les Chinois, les beatniks. Le journal qu'il tient ne sera pas publié de son vivant. New York surtout. Le New York effervescent, plein de promesses de l'époque, le marque profondément. Il dira plus tard que New York était devenue sa ville. De retour en Italie, après la parenthèse américaine, il n'aura plus le même regard sur la politique de son pays, sur sa vie culturelle et ses intellectuels. Pourtant, en 1964, la mort de Palmiro Togliatti, chef de file du Parti communiste italien depuis la résistance antifasciste, donne lieu à d'imposantes manifestations. Attesa da migliaia di compagni, recata a spalle da un gruppo di giovani comunisti, la salma di Togliatti è a Roma. Togliatti était mort en URSS, à Yalta. L'arrivée à Rome de sa dépouille mortelle permet de constater jusqu'à quel point il avait une ascendance morale bien au-delà des militants du parti. E ancora migliaia lo attendono, davanti alla sede del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano. Nous, les communistes italiens, nous étions schizophrènes. Oui, je crois bien que c'est là le mot exact. D'une part, nous étions, et nous voulions être les témoins de la vérité, les vengeurs des torts subis par les faibles et les opprimés, les défenseurs de la justice contre toute oppression. De l'autre, nous justifions les torts, l'oppression, la tyrannie du parti, Staline, au nom de la cause. Schizophrène, dissocié.
Je me souviens très bien que lorsqu'il m'arrivait d'aller en voyage dans un pays socialiste, je me sentais profondément mal à l'aise, étranger, hostile. Mais quand le train me ramenait en Italie, dès que je repassais la frontière, je me demandais, mais là, en Italie, dans cette Italie, que pourrais-je être d'autre, sinon communiste? Il y a des zones de l'existence qu'on ne peut pas étaler au soleil sans perdre quelque chose. Je crois qu'à certaines choses, il faut arriver par degrés. Et je crois beaucoup à ce qui est symbolique. Je crois beaucoup à parler d'autre chose. Ce qui est vrai, ce qui est important dans la littérature est toujours dit en parlant d'autre chose. J'ai récupéré le monde de la nature, en quelque façon, dans l'écriture, comme monde écrit. Et j'ai toujours pensé que mes lieux, les lieux dans lesquels j'avais mes racines, restaient là. Mais non, le lieu se perd. Maintenant, vous voyez, mon jardin, c'est complètement entouré d'énormes bâtiments horribles. Tous les plantes avaient les étiquettes avec le nom latin. Ma mère a perdu la mémoire du nom latin. Elle passe dans ce jardin qui est devenu muet. Peut-être j'ai commencé à devenir maître de ce lieu quand je me suis éloigné en le voyant de loin. À Paris, Calvino se lie d'amitié avec Raymond Queneau, qui lui découvre l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Avec ses écrivains, Calvino partage une prédilection pour la création d'œuvres littéraires à partir de procédés combinatoires aux règles du jeu strictes ou à partir de matériaux préexistants. Je me suis par-dessus tout appliqué à regarder les tarots avec attention, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'ils représentent, et à en tirer des suggestions. J'ai commencé avec les tarots de Marseille. Quand les cartes posées côte à côte au hasard me donnaient une histoire dans laquelle je reconnaissais un sens, je me mettais à l'écrire. L'éditeur Franco Maria Ricci me proposa d'écrire un texte sur les tarots Visconti. Je me rendis tout de suite compte que le monde des miniatures du Quattrocento était complètement différent de celui des gravures populaires de Marseille. Non seulement certaines arcanes étaient autrement figurées, au point de transformer radicalement les situations narratives correspondantes, mais aussi ces figures supposaient une société différente, une autre sensibilité et un autre langage. Après Le Château des Destins Croisés, Calvino relève un nouveau défi, écrire un roman composé de débuts de romans. L'idée du livre est que dans les débuts d'un roman, il y a déjà tout le roman. Je suis parti de l'idée du livre, comme je raconte dans un chapitre du livre. Et je me suis dit, mais je ne pourrai jamais écrire un livre pareil, c'est trop difficile. Et comme toujours, c'est le défi même de l'idée qui m'a poussé à écrire à un certain moment. J'ai fait plusieurs tentatives. À un certain moment, j'ai compris que je pouvais commencer. J'ai commencé. C'est une cosse avec beaucoup de petits pois. Je pense que
Bien, le but du petit pois est donner l'envie de manger d'autres petits pois. Et alors, le but de mon roman, c'est de donner envie de lire d'autres romans. En avril 1962, à Paris, il rencontre Esther Judith Singer, Chichita, argentine. Il se marie en février 1964. En 1965, à Rome, leur fille Giovanna est née. En 1967, la famille s'installe à Paris. Calvino croit qu'il y restera 2 ou 3 ans. Il y restera 13 dans une maison du 14e arrondissement. Il y connaîtra une période de grande créativité. Il s'inventera un double, Monsieur Palomar, son alter ego. Il lui prêtera son regard à la fois précis e oblique. Non ho scritto su Parigi, mi pare. Forse per scrivere su Parigi dovrei staccarmene, dovrei essere lontano, se è vero che si scrive partendo da un'assenza. Oppure dovrei esserci dentro fino in fondo, dovrei esserci stato fin dalla giovinezza, se è vero che sono gli scenari dei primi anni della nostra vita, quelli che danno forma al nostro mondo immaginario. Forse il punto è questo, bisogna che un luogo diventi un paesaggio interiore, in modo che l'immaginazione prenda ad abitare quel luogo, a farne il proprio teatro. Certo che Parigi è stato il paesaggio interiore di tanta parte della letteratura mondiale. La città di Baudelaire, della grande poesia moderna, la città della narrativa, la città di Balzac. E quando uno viene a Parigi verifica queste immagini. Quando uno invece vive a Parigi è un'altra immagine di città, forse trasformandola appunto in una città, identificandola con la vita quotidiana, in una città anonima, può diventare interiorizzarsi, diventare uno scenario interiore. Forse mi è difficile stabilire un rapporto personale con i luoghi, come nel mio libro Le città invisibili, in cui c'è questo trasformarsi delle singole città in una città unica, in una città continua. È un po' la vita che facciamo noi oggi. Il mio lavoro, la mia vita, diciamo, di relazione, tutti i miei rapporti di lavoro sono in Italia e dico sempre che a Parigi ho un po' la casa di campagna. Naturalmente faccio lo scrittore, una parte del mio lavoro la faccio, o la potrei fare in un'isola, in una casa isolata in campagna, e io questa casa isolata ce l'ho nel cuore di Parigi. Tutte le mattine esco per andare a comprare i giornali italiani, vado fino a Saint-Germain-des-Prés e faccio questo percorso in metro andata e ritorno. Certo che la mia famiglia è una famiglia plurilingue. Mia moglie parla spagnolo, lo spagnolo di Buenos Aires. Mia figlia, che ha 8 anni, va alla scuola comunale, parla francese, il parigino di una scuola comunale popolare. Io parlo sempre italiano, ma un italiano naturalmente un po' ridotto, un po' un italiano basico per essere sicuro di essere capito. E la donna che viene a fare i servizi la mattina parla portoghese, non parla altro che portoghese, lingua che nessuno di noi Insomma, conosce. una babele, sta qui. È un po' una babele, ma che corrisponde anche alla babele che è quello che si sente andando, non so, in metro o al bar o per la strada, perché non è che si senta, non so, l'argot di Céline o di Queneau. Ed ecco, forse Parigi è questo, anche Parigi è una gigantesca opera di consultazione, è una specie di enciclopedia.
I negozi, per esempio, hanno un loro linguaggio, ci sono negozi che sono come pagine di giornale o come voci di un'enciclopedia. C'è un tipo di negozio in cui si sente che Parigi è la città che ha dato forma al museo, questo particolare modo di considerare la civiltà. E il museo ha dato la sua forma alle più varie attività della vita quotidiana, così che non c'è soluzione di continuità tra le sale del Louvre e le vetrine dei negozi. Ci sono negozi di formaggi dove vengono esposti centinaia di formaggi tutti diversi, ognuno etichettato col suo nome. La question n'est pas de choisir son propre fromage, mais d'être choisi par lui. Entre fromage et client, il existe un rapport de réciprocité. Chaque fromage attend son client, affecte un certain air destiné à le séduire, entre le quant à soi ou la consistance granuleuse un peu hautaine et le fondant à l'abandon complaisant. Une ombre de complicité vicieuse flotte alentour. Le raffinement gustatif et surtout olfactif connaît ces moments de relâchement, d'encanaillement, où les fromages semblent s'offrir sur leur plateau comme sur les divans d'un bordel. Un ricanement pervers affleure dans la complaisance avec laquelle on embellit l'objet de sa gourmandise, par de petits noms infamants. Crottin, boule de moine, bouton de culotte. Ce n'est pas là le genre de connaissance que M. Palomar est le plus porté à approfondir. Quant à lui, il lui suffirait d'établir la simplicité d'un rapport physique direct entre l'homme et le fromage. Seulement, dès qu'à la place des fromages, il voit des noms de fromage, des concepts de fromage, des signifiés de fromage, des histoires de fromage, des contextes de fromage, des psychologies de fromage, si, plutôt que le savoir, il pressent que derrière chaque fromage, il y a tout cela, voilà que le rapport devient très compliqué. Anche il cinema a Parigi è museo o enciclopedia da consultare, non solo per la quantità di film che dà la Cinémathèque, ma per tutta la rete degli studio del quartiere latino. È un po' l'unica collezione che io faccio, questa collezione diciamo impalpabile, di ombre, di ricordi. Parigi è una città che in fondo invita al collezionismo, perché è questa città in cui non si perde niente, in cui si accumula tutto, in cui ci sono come degli strati geologici che si depositano. M. Palomar décide qu'il fera dorénavant comme s'il était mort, pour voir comment va le monde sans lui. Il s'est aperçu depuis quelque temps que les choses entre lui et le monde ne vont plus comme naguère. S'il lui semblait auparavant qu'ils attendaient quelque chose l'un de l'autre, lui et le monde, il ne se souvient plus désormais de ce qu'il y avait à attendre. En septembre 1985, à Sienne, à l'âge de 62 ans, Calvino part vers d'autres villes invisibles. Toutes les réalités et les fictions peuvent prendre forme seulement à travers l'écriture. L'extérieur autant que l'intérieur, le monde et le moi, l'expérience et l'imaginaire apparaissent composés de la même matière verbale. Toutes les visions multiformes des yeux et de l'âme sont gardées dans ces lignes uniformes de caractères minuscules et majuscules,
de points, de virgules, de parenthèses. Des pages de signes alignés, serrés comme des grains de sable, représentent le spectacle du monde, sur une surface toujours égale et toujours différente, comme les dunes déplacées par le vent du désert. Duquel de ces personnages, personnellement, pensez-vous descendre le plus directement? Ah bien, du baron Taché, certainement. Vous avez terriblement envie de vivre dans les arbres? Bien, peut-être, je vis là-dessus. Dans les arbres? Oui.